Bonjour à tous, on va commencer. Salut. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Franck Persson, je suis associé au sein du cabinet Melton Advisory qui a accompagné Tom Europe donc dans ce projet de Connected Planning. On a beaucoup entendu parler de Connected Planning aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet avec le projet Tom Europe. La présentation elle va être organisée autour de 3 grands temps forts. Première partie, on va présenter les sociétés. Deuxième partie, on va présenter le projet, les enjeux, le contexte. Et puis, on va faire une démo pour que ce soit un peu plus parlant, le Connected Planning ensuite. Donc, je vais laisser la main. Ça marche. Bonjour à tous. Kevin Aubert, je suis responsable financier groupe chez Tom Europe. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de notre solution Anaplan et comment Anaplan a réussi à s'imposer chez Tom Europe comme un véritable outil de pilotage stratégique. Donc pour ce faire, on va commencer par faire un petit tour de scène et vous présenter l'équipe projet qui est intervenue sur ce projet. Donc Michael Maya, qui est notre responsable du contrôle de gestion France, qui s'est occupé de la partie métier. Fabien Offroy, qui est notre DSI, qui s'est occupé de la partie plus technique. Et puis notre intégrateur préféré, Meltoine, qui est représenté par Abdelhak, qui s'est occupé de la partie intégration et qui nous a assisté dans la compréhension de nos problématiques. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu Tom Europe. Tom Europe, c'est un groupe qui vous parle peut-être pas beaucoup au niveau du nom, mais qui détient des enseignes à forte notoriété. Donc on est aujourd'hui leader européen sur tout ce qui est bijouterie mass market, donc avec pour credo la distribution du coup de bijoux au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, historiquement, le groupe était né de la fusion entre Histoire d'Or et Marc Orient en 2010, donc sur un groupe, on va dire, plutôt franco-français, et a pris un envol en 2016 avec l'acquisition de Strolli, qui était du coup le leader italien en distribution donc de bijouterie mass market sur l'Italie, et le numéro 3 en Allemagne avec Rovivo. Donc aujourd'hui, Tom Europe, en quelques chiffres, c'est près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 135 millions d'euros d'EBITDA, c'est plus de 1000 boutiques aujourd'hui sur 4 pays, et c'est près de 5000 salariés sur ce périmètre. Mais surtout, et ce qui est important dans le cadre de ce projet, dans le cadre du développement de cet outil Anaplan, c'est l'ambition du groupe, puisque l'ambition dit à 2025, du coup, c'est d'être présent dans plus de 10 pays et donc d'intégrer de nouveaux pays et faire de ce groupe une véritable plateforme européenne avec près de 2,5 milliards de chiffre d'affaires et donc, je l'ai dit, près de 3000 points de vente. Je vais peut-être laisser... Du coup, voilà. Je vais parler rapidement de Melton Advisory, c'est pas trop le sujet, mais on fait un peu de pub. Donc nous, on est spécialiste EPM, Big Data, prédictif. On a 3 offres, performance et transformation financière, la partie digitale et analytique, et puis stratégie SI. Juste un tout petit point, il y a le hackathon aujourd'hui. Donc à 16h, il y a une nouvelle session d'hackathon. On est en finale, donc si vous pouvez voter, bien sûr, en toute âme et conscience pour nous, ce sera parfait. Voilà, ça c'est la présentation Meltoine. Et on a été très content d'accompagner Tom sur ce projet. Merci Franck. Donc le contexte, on en a un petit peu parlé, mais on est parti d'un groupe finalement qui était franco-français avec une faible présence en Europe, à un groupe aujourd'hui, une véritable plateforme européenne, présente en Italie et présente en Allemagne, et une ambition du coup de s'implanter dans de nouveaux pays européens. Et donc pour ça, il a fallu qu'on se dote finalement d'un outil suffisamment agile pour pouvoir répondre à nos nouvelles problématiques. Donc typiquement l'intégration de nouveaux pays européens avec différents systèmes d'information, et également de pouvoir soutenir notre croissance et les projets de croissance externe qu'on va mener pour pouvoir mener ce plan stratégique à bien. Donc, du coup, en termes d'enjeux, on avait des enjeux notamment en termes de reporting, puisqu'aujourd'hui, il fallait trouver une solution qui pouvait aller au-delà finalement des problématiques système et de la pluralité de systèmes qu'on avait, puisque les Italiens qu'on a acquis n'avaient pas les mêmes systèmes d'information, l'Allemagne non plus, donc il fallait trouver un système qui pouvait justement outrepasser cette pluralité de systèmes. Un outil qui était suffisamment agile pour pouvoir intégrer des nouveaux business models et des nouveaux canaux de distribution, et notamment une activité de franchise, et un outil qui nous permettait notamment de pouvoir gérer une base magasin monde, qui était du coup une nouvelle problématique, puisqu'on partait d'un groupe franco-français. Au-delà finalement de ces enjeux de reporting, il y avait principalement un outil, une problématique du coup d'élaboration budgétaire, et donc trouver un outil suffisamment agile pour pouvoir nous assister dans cette élaboration budgétaire, on va dire à dimension internationale, qui du coup en termes de méthodologie changeait beaucoup par rapport à ce qu'on avait eu l'habitude de faire.
Et donc pour ça, je vais donner la parole du coup à notre responsable du contrôle de gestion France, qui était chef de projet là-dessus et qui va pouvoir vous parler de la partie élaboration budgétaire. Merci Kevin, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, sur l'élaboration budgétaire qu'on a conçue avec Anaplan, on a souhaité faire intervenir chaque service, chaque direction, afin de modéliser ensemble notre projet. Donc on a travaillé aussi bien avec le commerce, avec l'offre, avec le merchandising, avec le marketing, avec toutes les directions opérationnelles du groupe. Concrètement, on peut prendre un exemple qui, sur notre parc magasin, on rénove entre 30 et 50 magasins par an à travers l'Europe. Et bien sûr, sur ce projet, sur ce type de projet, plusieurs directions sont concernées. Donc le commerce, tout d'abord, qui nous soumet leurs souhaits de rénovation de magasins. Donc dans Anaplan, ils ont pu inscrire la performance de chiffre d'affaires souhaité post-rénovation. Les travaux sont intervenus pour saisir le coût des CAPEX, donc le coût des travaux de rénovation. La DSI également, qui est intervenue pour saisir leur montant de CAPEX informatique. Et le tout, ensuite, donc le contrôle de gestion, avec une vue d'ensemble du projet, avait pour rôle de valider ou non le payback. Hop. Et donc, pour vous parler un peu plus concrètement de l'architecture, je vais donner la parole à Fabien Oufra, notre DSI. Merci. Bonjour à tous. Donc là, concrètement, c'était pour illustrer donc, sur une seule slide comment on a fait pour intégrer des données de manière automatique grâce à l'API d'Anaplan. Donc on arrive à intégrer des données de deux types, soit des master data, soit des données transactionnelles. Donc en type de données de référentiel, donc nos listes de centres de coûts ou nos magasins pour les rénovations, etc. Et ensuite des données plus classiques, transactionnelles, donc nos données du PNL, de notre bilan, qui proviennent donc soit de notre ERP financier, qui proviennent soit de notre data warehouse qui a déjà des listes de référentiels type nos magasins, ou alors également de notre ERP ou de toute autre source disponible en fait. Comment ça fonctionne? Donc chez nous on avait déjà Microsoft SSIS, donc SQL Server Intégration Service. Tout ce qu'on a fait en fait, on a fait quasiment zéro code. On a juste utilisé l'utilitaire curl. Donc on appelle un petit curl.exe qui est sur notre serveur et je lui passe tout en paramètres. Donc je passe des actions get, post ou put avec les paramètres qui vont bien, avec le process ID, le file ID, etc. J'ai les codes retour que je récupère depuis Anaplan, donc je sais si tout s'est bien passé et je récupère mes données transactionnelles ou de référentiel directement dans Anaplan. Donc voilà, c'était la Minute IT. Merci Fabien. Donc pour conclure, Anaplan nous a permis, donc, comme l'a dit Kevin, au sein de notre groupe qui est maintenant à une dimension européenne, de centraliser l'information financière dans un même et seul outil, de pouvoir gérer des bases magasins monde à travers des indicateurs que sont les surfaces des magasins, les dates de rénovation, les dates d'ouverture, pour gérer des périmètres magasins. Dans le retail, on sait que c'est très important de pouvoir suivre un like for like. La capacité de présenter effectivement les problématiques de demain. Donc, aujourd'hui, on est en Europe, mais demain, on a pour souhait de s'implanter dans le monde. Donc, de pouvoir gérer aussi des structures multi-enseignes, multi-pays et multi-devises. Pour l'élaboration budgétaire, effectivement, ça nous a permis d'avoir une seule et même source. On sait très bien que un budget, ça se construit avec beaucoup d'échanges de fichiers Excel, historiquement, qui peuvent comporter plusieurs erreurs, plusieurs versions. Donc Anaplan a le bénéfice de pouvoir avoir une seule et même source et donc de pouvoir être consultable tout au long de l'exercice. Donc c'est aussi également l'avantage d'avoir des mises à jour instantanées des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enregistrer plusieurs versions. On saisit dans Anaplan et ça nous enregistre directement.
On a la possibilité aussi de constituer des restitutions personnalisées. En fait, Anaplan nous permet d'établir des dashboards personnalisés pour chacune des directions. Et enfin, le partage de données, de modèles, à travers tout le groupe et toutes les entités. Et donc, rien de mieux qu'une petite démo. Donc, je vais donner la parole à Abdelak. Bonjour à tous, donc je me présente, Abdelak Nasri, Société Meltoine. Donc avant de rentrer dans l'outil, juste introduire un peu de contexte. Si on avait vraiment une consigne pour ce projet, c'était la consigne 0 fichier Excel. Donc c'est en plein dans le thème de la journée. Hop, je vais juste me connecter. On était vraiment dans du Connected Planning. On n'avait pas le droit d'échanger un seul fichier, donc juste le temps de me connecter. Hop. On est bon. C'est parti. Donc, ce qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui, il faut savoir que le périmètre du projet, il était beaucoup plus large que ce qu'on vous montre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vous montre un exemple vraiment sur la gestion de tous les échanges de données qu'il peut y avoir chez Tom autour des travaux magasins. Donc ça, c'est la première partie. C'est ce qu'on appelle le Connected Planning. Là, on sera dans les échanges jusqu'à la validation d'un projet de travaux au sein des différentes directions chez Tom. Après, on a un deuxième exemple plus bas qui présente un peu un niveau de gestion un peu différent de la planification intégrée. Mais sur le premier exemple, l'objectif, c'était on avait une direction qui était à l'initiative et qui, là, pouvait mettre des projets de travaux. Donc ça se présente sous forme tabulaire. En termes d'ergonomie et de gestion, chacun à la main pour choisir le magasin sur lequel on veut planifier des travaux. Là, on a fait 2 exemples. On va prendre celui-là. Et on avait la liste des informations à renseigner. Je dois renseigner déjà ce que c'est comme type d'événement. Voilà. Une date de début, une date de fin. On a la partie calculée automatiquement. Et après, chez Tom, il y a une vraie problématique, aussi bien dans l'analyse qu'opérationnellement, de la gestion d'enseigne. Donc c'était important de spécifier quelle était l'enseigne du magasin au moment des travaux et l'ancienne après le type de travaux. Et après, on avait un type de transformation qui là servait à calibrer l'intervention en magasin. Donc ça, c'était le premier maillon, c'était l'initiateur. Donc ça, c'est celui qui est le premier à remplir son fichier Excel. Et jusqu'à l'année dernière, une fois qu'il avait rempli son fichier Excel avec toutes ses lignes, eh bien, il l'envoyait à la personne suivante. La personne suivante, qui c'était la partie vraiment de l'immobilier qui gérait l'investissement qui serait lié aux travaux. Donc pour l'investissement lié aux travaux, là, j'ai repris le même magasin. Donc je suis la chaîne, mais on pourrait créer un nouveau travaux depuis le début et on aurait cette partie-là. Là, c'était la direction commerce, en fait. Elle disait, au bout d'un moment, voilà, vous faites des travaux, c'est bien, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc là, il y avait le commerce qui était responsable d'une progression de chiffre d'affaires suite à ces travaux-là. Donc c'était la seule intervention qu'il avait à renseigner sur cette partie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'ensemble des informations sur lesquelles différentes directions planifiaient en même temps. Et encore une fois, vraiment en temps réel. Donc dès qu'une personne saisit, là, on récupère l'information de l'autre côté. Le troisième contributeur, il était un peu plus orienté CAPEX. Là, c'était toute la partie estimation des coûts des travaux. Donc là, on avait 2 niveaux. On avait un niveau montant estimé des travaux, donc combien ça va coûter concrètement les travaux qu'il y a à faire. Et après, il y avait une petite partie de coûts additionnels. Et à côté, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi des saisies complètement libres. On peut mettre ce qu'on veut et on peut renvoyer des liens vers des pièces jointes ou autres. Mais là, en gros, je sais que le montant que j'ai mis, il est plutôt fiable. C'est un devis engageant qui a été positionné. Donc, on est toujours sur la même ligne de travaux identifiée où les gens travaillent en temps réel. Là, pour l'exemple, on a mis une ligne, mais il faut bien se figurer que dans la manière dont c'est fait opérationnellement au quotidien, chacun a vraiment une liste de travaux qui dépendent de son périmètre de responsabilité, qui est géré par des groupes de magasins. On allait jusqu'à la partie intervention dans les workflows et dans les intervenants. On avait aussi la DSI qui intervenait. La DSI intervenait pour saisir quoi? Des coûts de matériel informatique. Donc là, on parle de tout ce qui est changement de caisse, de renouvellement de matériel informatique. Donc une fois qu'on a ça, on avait une vraie estimation des coûts de travaux, de la partie retour sur investissement attendu. Et donc c'est là qu'on avait une validation à 2 niveaux. Là, elle était pilotée comme ça, avec toutes les estimations, tous les calculs qui sont faits sur la base des calculs chiffrés sur lesquels on peut espérer un ROI. Là, on arrivait à la partie où on avait une validation engageante, d'abord du CDG, puis de la DG par exception. Et donc là, une fois que toute cette partie est validée,
ça valide nos coûts de CAPEX qui vont se mettre en investissement. Et on avait aussi des mécaniques de génération des amortissements associés. Donc là, en commentaire, OK pour travaux, ou le petit commentaire de rejet. Donc ça, on voit qu'on a toute la boucle des informations qui aujourd'hui étaient échangées uniquement par fichier Excel. Là, on est sur les utilisateurs dans différentes directions métiers. Il faut savoir qu'il y avait aussi un vrai intérêt pour le contrôle de gestion parce que jusqu'à aujourd'hui, il était vraiment centraliseur. Il faisait hub de tous les échanges de fichiers. Donc c'est lui qui demandait aux travaux, c'est lui qui renvoyait à la DSI, c'est lui qui collectait pour tout le monde. Donc maintenant, chacune des directions est contributeur directement dans l'outil. C'est Anaplan qui centralise. Ça, c'était le premier exemple qu'on a choisi de montrer. Sur le deuxième, on a un niveau un peu différent. Le niveau qu'on présente ici, c'est... je vais juste fermer les autres ici. Peut-être que vous avez des questions déjà jusque cette partie-là, ou je continue? OK. Les questions seront à la fin. Et du coup, sur la dernière partie, ce qu'on a choisi de montrer, là, on était sur un exemple sur... on vous a montré vraiment le côté tout en réel. Les directions métiers contribuent, je planifie mes données, ça se gère en temps réel. C'est utilisé aujourd'hui chez Tom. Là, on a un deuxième exemple qui est plutôt orienté vraiment point d'arrêt, planification opérationnelle. Je planifie du CA, je planifie des remises. Et là, en l'occurrence, on était sur une problématique d'ajustement de modélisation, de mensualisation du chiffre. Donc, on a un chiffre qui est issu de calculs qu'il y avait eu précédemment, donc qui est un chiffre d'affaires mensualisé, magasin par magasin. Et là, par exception, je peux venir faire des ajustements, mais uniquement de la mensualisation. Donc la contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est qu'au global sur l'année, ça doit faire 0. Là, on a matérialisé un exemple. Je vais faire un peu moins de chiffres ici, mais je vais le récupérer un peu plus tard dans l'année. Donc pourquoi on montre cet exemple? Parce qu'on montre un autre type de planification connectée. Là, on a choisi, c'est vraiment un choix en termes de projet et en termes d'architecture, de mettre un point d'arrêt. Le point d'arrêt, il est à ce niveau-là. J'ai mon chiffre d'affaires qui est ici. Et donc là, par rapport à la slide qui avait été montrée de toutes les intégrations qui étaient ici, on est vraiment dans cette mécanique-là. On illustre comment, du commerce, on alimente une partie PNL. Et sur cette alimentation ici, en appuyant ici, on va aller récupérer toutes les données qui ont été planifiées par toutes les directions commerce sur les différents magasins. Et là, quand je suis ici, je vois que j'ai récupéré mon chiffre d'affaires. Donc tout ce qui était planifié en termes de CA, hors taxe, remise, passer sur une modélisation orientée contrôle de gestion. Et au passage, quand on a fait ça, on a mis un plan de compte en face. Voilà ce qu'on avait prévu de vous montrer aujourd'hui. Donc maintenant, on va laisser place à la session questions-réponses. Voilà. Hop. Donc peut-être on a des micros qui vont passer si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions. Ouais. J'arrive par là. Question. Hop. Bonjour. Bonjour. Je comprends que dans votre processus, il y a plusieurs étapes avec différents intervenants tout au long du processus. Comment vous avez géré ce workflow pour être sûr que la première étape est bien remplie avant que le deuxième intervienne? Alors, dans l'outil, on avait différents niveaux. On a le workflow standard de l'outil qui présente le côté j'ai terminé, j'ai pas terminé. Après, nous, on a choisi de faire une représentation vraiment schématique à aujourd'hui. Mais il faut savoir que chaque direction avait un dashboard dans lequel elle avait les actions prérequis, les actions à faire et les actions suivantes. Donc, elle savait si les gens qui travaillaient avant avaient terminé et elle avait la main sur les statuts qui lui étaient à sa charge. Donc, c'était géré par un workflow mis en place dans l'outil. D'un point de vue architecture, on a vu qu'il y avait deux modèles. Quels ont été les choix, les arbitrages qui ont été faits pour se dire finalement on va créer un autre modèle qui va récupérer toutes les informations d'autres sources? Est-ce que c'était un choix de la part de Tom? Est-ce que c'était une volonté, un conseil de votre part? Comment ça s'est organisé? C'est un choix concerté, plutôt sur les conseils de Meltone. Et nous, on a choisi de le découper vraiment par responsabilité métier et organisationnelle, en se disant qu'une application doit avoir d'une part un modèle de données à peu près cohérent au global, mais surtout des contributeurs qui sont concentrés et des directions métiers qui travaillent par modèle. Deuxième question. En termes d'autres cas d'usage, qu'est-ce que Tom Europe, Meltone envisage de faire sur d'autres applications, d'autres solutions qui pourraient apporter de la valeur au groupe?
Alors, aujourd'hui, il y a vraiment deux grands sujets à l'ordre du jour. Il y a un sujet qui est très orienté réappro, avec prévision des réappro. Ça, en termes d'origine du besoin, c'est le fait que Tom ait un appelant en interne. Les contributeurs regardent un peu à quoi ça ressemble. C'est assez facile de se documenter sur Internet, sur le hub. Et ils ont vu qu'il y avait des applications qui pouvaient convenir à leurs besoins, vraiment en termes de planification de l'appro. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a chargé très rapidement une première appli qu'on a mis à la main du métier, sur lequel ils ont chargé leur référentiel. Ils ont fait les premiers tests et leurs premiers retours. Et maintenant, on est en train de voir comment on pourrait avancer sur la suite. Et après, il y a un deuxième grand sujet. Donc, dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on a montré deux niveaux. Un niveau planification opérationnelle qui était très France et donc périmètre historique Tom. Mais après, tout ce qu'on a montré sur le PNL, c'était un PNL qui était sur l'ensemble du périmètre. Donc, Europe, Italie, Allemagne. Et donc, les processus d'élaboration budgétaire, c'est ce qui est généralement le plus contextualisé, le plus personnel. Donc aujourd'hui, on était très France. L'objectif 0 Excel, il était circonscrit à la France. Donc l'objectif pour la suite, c'est d'arriver à étendre ça et d'avoir un budget 0 fichier Excel sur l'ensemble du groupe. Là, dans le flow de workflow, vous avez une validation CDG. Dans le cas où le CDG ne valide pas ou que des intervenants précédents modifient les données, comment vous gérez les modifications? Vous figez des photos à un instant T ou En termes de suivi des modifications, nous, on n'a pas mis, là dans le projet, on n'a pas mis de point d'arrêt. Tout ce qui est fait, c'est géré par des coches. Donc ça permet de réorienter les travaux soit d'un côté, soit de l'autre. On a les travaux rejetés ou ajustés. Tout ce qui est simulation, ça gère de manière générale par du versionning. On aura du versionning daté, où on a une vision des travaux à un instant T. C'est un peu l'équivalent des fichiers Excel datés. On peut reproduire ce fonctionnement. Nous, on n'a pas fait choix là. Une fois qu'on a une validation, les données sont bloquées et on ne peut plus les modifier. Par contre, on garde l'historique des travaux qui ont été refusés. D'accord. J'en profiter, une petite question pour moi. Et en termes de modèle building, qu'est-ce que les best practices vous avez utilisés? Qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont les côtés à faire ou à pas refaire? Alors, côté best practice, on a essayé d'avoir 2-3 lignes de conduite. Les 2-3 lignes de conduite ont été tout ce qui est gestion des référentiels, parce qu'il y avait quand même pas mal de référentiels à gérer, tout ce qui est magasin, tout ce qui est compte, plan de compte. Sur tout ça, on a essayé de respecter les best practices en termes de les propriétés gérées dans des modules de propriété, de bien organiser tout ce qui est collecte, tout ce qui est référentiel, tout ce qui est interface, d'avoir un module de data hub par lequel se passent tous les échanges de données. Et après, d'organiser vraiment aussi les rôles avec des dashboards d'accueil par défaut qui nous aideraient à gérer les autorisations. Ils ne connaissent pas le data hub, est-ce que tu peux expliquer? Alors, si je veux expliquer le data hub, le concept... On a le temps, c'est pour ça que je veux... Ouais. Du coup, pour expliquer le concept de data hub, il faut que je revienne à ce niveau-là. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est ce qu'on appelle un modèle. Ici, on en a deux, puisque c'est mes favoris. Là, on est chez Meltone, mais après, si je les montre tous, on en a quand même un paquet. Là, si je reviens sur les favoris, on a les deux qui sont considérés et les deux desquels les données passent de l'un à l'autre quand j'appuie sur ce bouton-là. Et pour expliquer le concept du data hub, c'est de se dire je vais avoir un modèle qui va être dédié dans mon paysage informatique aux échanges de données avec le reste de mon paysage informatique. Donc en l'occurrence, chez Tom ou autre, c'est généralement un modèle qu'on met plutôt à la main de la DSI et qui centralise aussi bien les échanges de données, aussi bien en termes de référentiels que de données transactionnelles, avant de réalimenter les différents modèles plus opérationnels et plus métiers. Pour les différentes équipes, aujourd'hui, la DSI de Tom Europe, elle intervient à quel niveau? Est-ce que c'est sur la partie intégration? On avait vu la partie un petit peu plus technique, je dirais, avec les échanges avec les différents SI. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans lesquels la DSI intervient? Ou c'est très métier finalement? Là, je regarde le client pour savoir si je lui repasse la main ou pas. Oui, bah, je vais laisser la DSI s'exprimer du coup. Aujourd'hui, historiquement, chez Tom Europe, un appelant était géré en direct par le métier.
Donc aujourd'hui, la DSI a repris le lead juste d'un point de vue, on va dire, contractuel, et on a repris le lead sur le choix de l'intégrateur et ensuite sur toute la partie technique qui sont plus la partie interface qu'on a montré tout à l'heure. Sinon, aujourd'hui, le métier est complètement autonome pour faire évoluer son modèle et la DSI peut également intervenir. Voilà, donc on travaille main dans la main. J'en profite également, une question effectivement qui m'intéresse, sur la partie data intégration, effectivement sur les projets, à chaque fois, c'est la partie qui est un peu, on va dire, on l'oublie. Malheureusement, effectivement, les data, on en a absolument besoin. Là, vous avez utilisé le REST API, effectivement, qui est la solution, on va dire, la plus personnalisable. On peut, effectivement, mais ça nécessite une côté technique. J'aurais aimé le retour, effectivement, d'expérience sur le REST API, sur le temps, la nécessité. Comment, parce que du coup, on a une bibliothèque où on fournit, effectivement, les scripts pour que le client puisse s'approprier, mais j'aurais bien aimé ce retour, le temps nécessaire pour mettre en place le REST API. Donc ça a été assez rapide. Le plus long finalement, ça a été de regarder un petit peu la documentation, voir comment ça fonctionnait, et puis de voir un petit peu les paramètres qu'il fallait passer. Une fois qu'on a fait le test, d'abord sans la partie SSIS en fait, sans cette partie-là, d'abord directement en ligne de commande avec curl. Ça nous a pris, je sais pas, peut-être une après-midi pour voir si ça fonctionnait, charger un fichier. Et une fois qu'on a fait ça, on a automatisé via SSIS ces chargements-là. Et donc en 2-3 jours, c'était fonctionnel. Hein. Ouais. Juste par rapport aux clients, effectivement, il y a différents méthodes d'intégration. Donc un fichier plat où effectivement on peut avec une user interface ou un implant connect. Et REST API permet vraiment de personnaliser l'intégration et d'automatiser. Et c'est ce qu'on conseille effectivement quand on a une expérience interne IT qui permet effectivement de automatiser le process d'intégration. Donc plutôt bien. Vous avez le temps de poser des questions, n'hésitez pas. Là, on a un beau projet. Donc, si jamais, effectivement, vous avez une question de curiosité, le temps pour mettre le projet à peu près? Ouais, juste pour donner des éléments de planning, ça s'est vraiment déroulé en 2 temps. Ce que je vous disais, il y avait une partie un peu plus orientée contrôle de gestion et consolidation des PNL pour le groupe. Ça s'est fait en gros de octobre à janvier, le gros du boulot sur cette partie-là. Et pour la partie élaboration budgétaire France, 0 fichier Excel, ça a été de février à mai. Plutôt rapide. Peut-être une question côté client, pour le client. Quelles est effectivement sur ce projet-là les bonnes choses par rapport aux promesses d'un appelant au début et à aujourd'hui, quel serait votre retour d'expérience? Alors, historiquement, on a été, si je dis pas de bêtises, le premier ou le deuxième client France. Donc effectivement, on est parti, c'est vrai, dans une inconnue au début, avec ce système SaaS, dont le DSI de l'époque était frileux. Mais aujourd'hui, on en est entièrement satisfait. Au contrôle de gestion, mais également à la direction générale, à la direction financière, direction commerciale, l'ensemble des directions du groupe qui aujourd'hui saisissent donc leur budget d'un appelant, ont la restitution instantanément, ont pu se rendre compte des bénéfices de l'outil. Foncez. Oui. C'est une question très courte, je vais la poser comme ça. Exactement, c'est mieux des fois là. On rate. Je n'ai pas oublié de répondre, mais j'aurais aimé savoir le coût d'un tel projet. Le mieux, c'est de poser la question à un commercial d'un appelant. Alors le coût du développement, donc ça a été fait avec Meltone, mais avec un appelant après c'est un coût de licence. Donc ça dépend du nombre d'utilisateurs. Donc effectivement sur les 3 dernières années, il y avait que le contrôle de gestion qui avait des licences à un appelant. Aujourd'hui, on a multiplié par, pour vous donner donc une ordre d'idée, on avait 5 gigas, on l'a multiplié par 8. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 gigas. Voilà.
Donc le coût également aussi. En termes de jours, ça a pris combien de temps? Du coup, si je dois répondre à la question intégration, sans parler chiffres, hein, on va donner quelques éléments de planning plutôt. Donc en fonction de ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'était 6 à 7 mois. Et en termes d'équipe projet, ça a été entre 1 et avec des pics de 1 ETP et demi. Donc ça vous donne un ordre de grandeur du projet. C'est voilà. Et on a un stand Meltoine. Donc si vous voulez discuter de ce genre d'éléments, vous n'hésitez pas. On se tient à disposition pour des choses un peu plus détaillées. Du coup, votre outil vit depuis un certain temps, donc je pense que c'est des outils qu'on a envie de faire évoluer. Comment vous avez géré le transfert de compétences et intégré du coup cette ressource ou cette compétence chez vous pour que la solution soit évolutive au quotidien, pour ne pas avoir quelque part, pour pas avoir à faire appel à votre consultant chaque fois que vous voulez changer une virgule, quoi. Ouais, du coup, je vais laisser le client répondre. L'avantage qu'on a eu, effectivement, c'est qu'on a modélisé ensemble. On a eu plusieurs sessions de travail, donc avec l'équipe du contrôle de gestion. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, c'est que si on souhaite rajouter, comme on l'a vu dans l'exemple des paybacks, pour une rénovation d'un magasin, si on a souhaité rajouter des capex de merchandising, on l'a fait de façon autonome et on a donné la main à la direction du merchandising. Si on a voulu faire évoluer la formule de calcul, tout simplement l'équipe est complètement autonome sur le sujet. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe contrôle de gestion est autonome pour modéliser dans un appelant. Et ce, avec les 3 mois de formation et de travail ensemble. L'avantage de l'exemple, c'est de présenter quelque chose d'assez simple. Si pour planifier ou pour budgéter le chiffre d'affaires, on peut adopter des modes un peu plus sophistiqués comme déterminer un chiffre d'affaires au niveau d'une chaîne et ensuite le répartir au niveau des portes. Est-ce qu'on peut utiliser différentes hypothèses pour les clés de répartition, ce genre de choses? Oui, complètement. Alors nous, on a une élaboration budgétaire effectivement un peu plus complexe, où on introduit des effets calendaires, par exemple, par pays, par enseigne, et donc par mois. On a des clés de répartition de coûts comme l'entretien des travaux de nos magasins, qui vont être répartis par rapport à la surface. D'autres coûts qui vont être répartis par rapport au chiffre d'affaires, d'autres coûts qui vont être répartis par rapport au nombre de magasins du pays et de l'enseigne. Donc oui, on a pour chacune des lignes du PNL une clé de répartition différente. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, on modélise même à la journée presque, quand on introduit des dates de liquidation, des dates de travaux. Donc avec des coefficients, voilà. Oui, exactement. Exactement. Alors nous, on répartit souvent au pays et à l'enseigne. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. Ah oui, la DSI, non. Ils interviennent pas trop. D'autres questions? Oui. C'est parti. Combien vous avez de modèle builder dans l'entreprise et combien de temps chaque modèle builder consacre pour le développement des différents modèles ou l'entretien des modèles existants? Alors on a un modèle builder par pays. Donc aujourd'hui sur l'Italie, l'Allemagne et la France. Ensuite, chaque personne du contrôle de gestion peut modéliser également.
Donc on est 5 aujourd'hui. Et une personne par pays, une en Allemagne et une en Italie. Et ensuite, pour la mise à jour des modèles, effectivement, une fois que le modèle est déterminé, effectivement, il y a quelques ajustements, mais non, ça demande très peu de temps derrière. Quel timing 14h50. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment applaudir. Merci à tous.